Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilot Reviews. Cette quinzaine encore, je me suis tapé le sale boulot et regardé les principales séries qui viennent de sortir. L'actualité est surtout marquée par le retour de nombreuses séries françaises. Je vous laisse découvrir ceci par vous-même. On commence par un petit oubli de la review précédente, sûrement dû à son format court, ce qui fait qu'il m'est échappé à mon radar, les bolosses des belles lettres. Accroche ton slip, tonton, ça va tabasser. Le principe est un peu plus simple. Jean Rochefort, assis dans son salon, vous résume les œuvres les plus marquantes de la littérature. Seulement, le ton est quelque peu inhabituel. Écrit par Quentin Leclerc et Michel Pimpant, qui ne sont pas leur coup d'essai, puisque Les Bolosses, après avoir été un blog, a été publié en recueil chez Flammarion en 2013, ces résumés de Saint-Exupéry, Shakespeare ou Balzac sont revus avec le langage des banlieues. Après un essai couronné de succès sur YouTube avec le résumé de Madame Bovary, le format s'explore sur France 5 dans une petite virgule tous les jeudis soirs. Et c'est juste parfait. Le décalage entre Jean Rochefort, qui incarne une certaine image de la classe, et les résumés façon 9-3 fonctionne à la perfection. C'est Ribéry dans la Pléiade, c'est Joe Star de l'Académie française, c'est Roméo et Juliette, mais à ma guise, c'est le narrateur des Winnie l'ourson de mon enfance façon ma gueule, c'est les bolosses des belles lettres. Passé le mois de janvier, le rythme des sorties se calme un petit peu au niveau des séries. On a tout de même droit à quelques nouveautés en ce début de février, à commencer par American Crime Story sur FX. L'histoire, beaucoup la connaissent déjà. Le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et son compagnon Ronald Goldman sont retrouvés morts à Los Angeles. De nombreux indices sur place laissent à penser que le crime aurait été commis par l'ancien époux de Nicole, le joueur de football américain reconverti dans le cinéma, O.J. Simpson. Les anthologies policières et les docu-fictions semblent être à la mode. La série est dérivée de American Horror Story, nous propose donc une nouvelle anthologie, policière cette fois-ci, avec l'histoire de crimes qui ont passionné l'Amérique. Même si le déroulé est déjà connu, on est assez vite pris par l'histoire et on redécouvre les faits. Pour le lancement de leur nouvelle série, Larry Karaszewski et Scott Alexander misent sur un gros casting avec David Schwimmer dans le rôle de Robert Kardashian, John Travolta dans celui de Robert Shapiro et Cuba Gooding Jr. dans celui de O.J. Simpson. Au final, on ne retrouve pour le moment du casting original de American Horror Story que Sarah Paulson dans le rôle du procureur Marcia Clark. Il sera surtout intéressant de voir dans les épisodes suivants comment seront traités les problèmes raciaux et la médiatisation du procès. À voir. Comme je vous le disais précédemment, le docu-fiction est à la mode. Le monde de la haute finance également, puisque après Billions, voici venir le biopic sur Madoff sur ABC. Bernard Madoff est un self-made américain qui a bâti seul sa fortune en mettant en place la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire de la finance. Mais seulement, ces agissements frauduleux vont attirer l'attention de personnes qui vont découvrir la fraude. La mini-série devait à la base se découper en 4 épisodes. Au final, elle sera diffusée en 2 blocs de 2 épisodes, diffusés les 3 et 4 février. Et c'est long. 90 minutes de magouille financière, c'est très long. On se perd dans les chiffres, on nous explique le système avec un ton rappelant Hustle, les arnaqueurs VIP, pour tenter de rendre ça intéressant, mais toutes ces magouilles ne semblent pas réellement intéresser les protagonistes, plutôt vides et ternes, noyés dans une narration plutôt plate au final. Seul Richard Dreyfuss, dans le rôle titre, apporte un petit peu d'intérêt à l'ensemble, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu au moins, à mon avis, un épisode supplémentaire à la série pour mieux prendre le temps de poser les principes sur lesquels repose l'arnaque. Peut-être en exploitant un peu plus le passé de Madoff, afin que le spectateur assimile mieux les informations et qu'il puisse mieux rentrer dans l'action. Enfin, si on peut parler d'action. Pour ma part, je vais pas regarder la fin et plutôt attendre le téléfilm avec Robert De Niro, The Wizard of Lies sur HBO. Et on continue en dessin animé avec Animals sur HBO ou la vie insoupçonnée des animaux qui peuplent nos villes. Dans le premier épisode, nous allons suivre le quotidien de 2 rats qui ont un problème. L'un d'entre eux n'a jamais fait de bébé. Ils vont tenter de remédier à ce problème en se rendant à une fête organisée dans les égouts. Animals est l'œuvre des frères Duplat qui s'était illustrée l'an dernier avec la série Togetherness, également diffusée sur HBO. Parallèlement à la saison 2, ils ont donc également travaillé sur ce dessin animé où le quotidien de la faune new-yorkaise résonne étonnamment avec la nôtre. L'animation en soi est plutôt simpliste et s'inscrit dans la lignée de dessins animés tels Beavis and Butthead. Mais on oublie assez vite ce travers au fur et à mesure que l'on va rentrer dans l'histoire. La série se veut assez critique de nos modes de vie et le parallèle entre celui-ci et celui des animaux, rats, chevaux et morpions pour le premier épisode, qui vont à la fois réfléchir comme des humains tout en continuant à se comporter comme des bêtes, est plutôt intelligemment fait. On nous promet beaucoup de guests au niveau du doublage, à voir. Beaucoup de fiction française cette quinzaine, vu que Arte, TF1 et Canal+ ont décidé de choisir la même semaine pour lancer leur nouvelle série. Nous allons donc commencer avec Le Secret d'Élise sur TF1. Nous sommes en 1969. Sa mère ayant été retardée au travail, la petite Élise rentrera de l'école avec une de ses amies et n'arrivera jamais à la maison. Son corps sans vie sera retrouvé dans les marais. 1986. Une nouvelle famille s'installe dans la demeure et leur petite fille se crée une amie imaginaire, le fantôme d'une enfant morte,
Élise. 2015, la maison a de nouveaux occupants, un jeune couple dont la femme est enceinte. Ils décident de prénommer le bébé Élise. Le secret d'Élise est l'adaptation française de la série britannique Marchlands, elle-même tirée du projet inabouti The Hawks, refusé par la Fox en 2007. La série est plutôt bien menée, les différents allers-retours temporels sont visuellement réussis et ne nuisent pas à la narration. TF1 s'offre du lourd comme d'habitude au niveau du casting, avec Benabar, Bruno Salomon, Hélène de Fougerolles et j'en passe. Après, ça reste une série TF1, on est plus dans le mélo que dans le fantastique, le rythme reste plutôt lent, même si pour une fois ça sert plutôt bien à l'atmosphère générale, et la série est bourrée de clichés quant aux manifestations du fantôme de la petite fille. Parquet qui grince, porte qui s'ouvre toute seule, court-circuit électrique, etc. Toutefois, on sent de réels efforts qui ont été faits de la part de la chaîne pour tirer sa série vers le haut, notamment en termes d'écriture et de réalisation, avec pas mal de plans séquences. Mais bon, pas trop non plus, il ne faut pas bouleverser les habitudes télévisuelles de la ménagère. On continue en fiction française avec Baron Noir, diffusé sur Canal+, le même jour que Le Secret d'Élise. En politique, il n'y a pas de place pour l'amitié. Philippe Rickworth est un député maire socialiste du Nord, ami du candidat à la présidence Francis Logier. Seulement, des affaires de caisse noire vont survenir et Philippe va servir de fusible pour ne pas compromettre les élections. Il se voyait déjà Matignon, il est désormais le bouton noir du parti. Trahi, il va désormais être animé par la vengeance et va tout faire pour reconstruire une image politique et faire tomber son ancien ami. La série repose énormément sur la prestation de Cadmerade utilisée à contre-emploi dans ce House of Cards à la française. Et ça fonctionne plutôt bien. Tout le temps actif, il ne dort ni ne se pose jamais, toujours en mouvement, dans sa voiture, au téléphone, il donne des instructions, recueille des informations, insulte, se ramasse, se relève. On oublie très vite l'aura comique de l'acteur car la série, écrite par Eric Benzekri, ancien militant socialiste et auteur des discours politiques du PS avant de devenir scénariste, et par Jean-Baptiste Delafont, scénariste pour Maison Close, est plutôt réaliste. Benzekri dira, au niveau de son inspiration, de voir plus au Soprano et à la Maison Blanche que à House of Cards, car l'élément déclencheur de Baron Noir est venu du constat de la troublante similitude entre ce que j'ai vécu en politique et ce que racontent ces deux séries. Même si les intrigues politiques risquent d'en faire décrocher certains, le rythme est tel que l'on reste tout de même devant son écran à attendre la suite. Et on termine en beauté avec une série que j'attendais depuis longtemps sur Arte et qui vient juste de débuter, Trépalium. Nous sommes dans un futur proche. La courbe du chômage est allée en s'aggravant et 80% de la population est désormais sans emploi. Pour pallier à ce problème, 30 ans plus tôt, un mur a été élevé, séparant les actifs qui travaillent et les zonards sans emploi. Pour abaisser les tensions, la première ministre offre un emploi solidaire à 10 000 inactifs qui vont être embauchés pour aider au quotidien des actifs qui ne savent pas trop quoi faire de cette nouvelle main-d'œuvre. Parmi ces solidaires, Isia qui va se retrouver au service de Ruben Garcia, un cadre qui vise les hautes sphères de Aquaville. La série, créée par Sophie Yette et Antares Bassi, est l'adaptation de leur court-métrage d'anticipation L'Emploi vide, réalisé en 2007. Il nous offre un monde pessimiste où la valeur humaine est définie par le travail. D'un côté, les zonards manquent de tout, à commencer par l'eau qui n'est pas potable dans la zone. Et de l'autre, les actifs vivent dans la peur de la perte de leur travail qui les condamnerait à se voir expulsés dans la zone et ne vivent donc que pour la rentabilité. L'ouverture du mur va permettre à une résistance présente des deux côtés de pouvoir se mettre en place plus efficacement et tenter de faire tomber ce système. Nous avons donc droit à une série engagée qui veut nous faire réfléchir sur ce qu'est le travail et les dérives de l'ultralibéralisme. De nombreuses scènes ont d'ailleurs été tournées au siège du Parti communiste. L'atmosphère des deux mondes est bien rendue. La seule ombre pour moi au tableau reste l'interprétation. Les actifs sont toutes des personnes montrées volontairement froides, car conditionnées et vivant dans la peur. Du coup, les acteurs sont complètement détachés de leur personnage et semblent réciter bêtement leur texte. Je sais que c'est un parti pris, mais ça bloque quand même beaucoup au niveau de la narration. On finit tout de même par s'attacher à Ruben, qui va s'ouvrir au fur et à mesure que ses failles seront exposées. Mais de nombreux autres personnages restent complètement fermés. Mais bon, il faut passer outre et regarder Trépalium. Voilà, cette petite review est maintenant terminée. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Je vous invite donc à visionner les séries qui vous auraient intéressé pour vous faire le vôtre. Et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. L'actualité sera surtout dominée par la sortie de Vinyle sur HBO, série qui nous propose de revisiter 40 ans d'histoire du rock à travers les déboires d'un producteur. Bonjour chez vous.